Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons aujourd'hui un ministre ivoirien, un ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Soyez le bienvenu dans ce programme, dans cette émission, Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, nous allons parler de plusieurs sujets qui intéressent les Ivoiriens, les Africains, des sujets qui ont marqué l'actualité et auxquels vous allez devoir réagir à travers ces questions qui sont posées sur cette table. Commençons avec la première, s'il vous plaît. Pensez-vous être parvenu à rétablir la sécurité en Côte d'Ivoire depuis votre nomination? Oui. C'est un constat. Je pense que la sécurité est revenue en Côte d'Ivoire. Et c'est même, je pense que l'élément le plus frappant quand on vient à Abidjan et quand on vient en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ma nomination, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est des faits. D'abord qui sont actés par la mesure de l'indice d'insécurité par nos services. On a un taux de l'indice ivoirien passé de 2,8 à 1,2 en pratiquement un an, entre 2012 et fin 2013. Ce qui représente quoi pour une personne lambda? Ça veut dire qu'on est passé en moyenne de 4 à 5 braquages par jour de véhicules à 1 à 2, concrètement. Et je vais plus loin. Il n'y a pas que nous qui le disons. Il y a l'ONU qui a un indice qui est indépendant, qui le dit, parce qu'à l'échelle de l'ONU, on est au niveau 2, qui est le même indice qu'on retrouve dans des grandes villes comme New York ou Genève. C'est des faits qui sont vérifiables. Et toutes les ambassades qui sont en Côte d'Ivoire, surtout celles de France, d'Allemagne, d'Italie, des États-Unis, ont des indices propres. Et pourtant, les Ivoiriens continuent de se plaindre de l'insécurité. Non, il n'y a jamais de sécurité à 100%. Il y a toujours, partout dans le monde, des braquages, des faits délictueux qui dérangent. Mais je pense que, si on veut être honnête, le ressenti est réel. Il n'y a plus de barrage à Abidjan, où les gens étaient très perturbés par le racket, étaient agressés. Et il y a encore quelques cas, mais il y a aujourd'hui une posture des forces de sécurité qui est réelle et qui permet de faire face. Et donc, je pense que... Et puis, il y a des faits. Les avions sont remplis, les gens y viennent tous les jours. On est en train... Si les avions sont remplis, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une sécurité. Hein. Ça dépend des intérêts des uns et des autres. Personne ne va là où il y a la chienlit, il y a le désordre. Personne ne va là où il y a de l'insécurité. Et je peux vous dire que même les Américains qui avaient demandé à leur personnel de vivre en Côte d'Ivoire avec le minimum, ont levé cette réserve et demandé à leur personnel de vivre avec leurs ressortissants. Donc non, je ne dis pas que les choses sont parfaites. Je suis conscient qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est le sens de notre travail au quotidien. Mais personne ne peut contester que les choses ont bien avancé. Et je peux même vous dire que la Côte d'Ivoire est en train de devenir un cas modèle d'un success story du niveau d'intervention des Nations Unies dans un pays en crise qui se normalise aussi vite. Un peu de temps, effectivement. Pour maintenir cette sécurité, on entend à Abidjan, effectivement, que vous voulez utiliser la technologie, comme par exemple les caméras de surveillance. C'est effectivement le cas? C'est le cas. Nous sommes, je pense, l'un des premiers pays en Afrique subsaharienne qui a un centre de surveillance branché à des caméras dans le cadre de la vidéoprotection. Donc la ville de Londres, c'est un de vos exemples? Oui, bien sûr, parce que moi j'ai été pendant quelques années, comme vous peut-être le savoir, ministre des Nouvelles Technologies. Et l'un des secteurs où les nouvelles technologies ont apporté une plus-value pratique et concrète, c'est vraiment la sécurité. C'est aussi décrié, hein, monsieur le ministre. On parle aussi d'État policier. Ah non, pas du tout. C'est la protection des citoyens. La protection, la surveillance, vous savez, la frontière est bien mince. La protection des surveillants. C'est pour ça qu'on parle de vidéoprotection. Je pense que, écoutez, si quelqu'un vient vous braquer chez vous et que grâce au système de vidéosurveillance, on peut retrouver ce bandit, je ne suis pas sûr qu'on vous dérange. Au contraire, on fait du bien. Et tous les pays qui l'ont expérimenté ont réduit de moitié le taux d'insécurité et ont amélioré leur capacité à mener à bien les enquêtes. Je ne suis pas sûre de vouloir que l'œil du ministre Ahmed Bakayoko soit chez moi.
Vous voyez? Non, non, on respecte la vie privée des gens. On ne rentre pas dans la... Les frontières et les limites peuvent être variables, justement, dans ce type de domaine. Vous savez, d'abord, nous, on gère les grandes artères. Et il y a des grandes enseignes et des grandes sociétés qui ont à l'intérieur un système de vidéoprotection interne. Il y a des privés qui ont des systèmes de vidéo dans leur propre maison, dans leur bureau. Ça leur appartient. Nous, on ne rentre pas, on n'interfère pas avec ça. Nous, c'est les grandes artères, les grands espaces. Et regardez ce qui se passe au Nigeria. Mais les braquages ne se passent pas dans les grands espaces, ils se passent dans les petits coins, confinés, reculés. Mais juste, de toute façon, on finit par revenir sur les grands espaces et il y a un système de croisement qui nous permet de remonter ces faits. Je vous parlais d'un cas de ce qui se passe qui choque le monde. 250 jeunes filles qui sont enlevées au Nigeria. 223 pour l'instant, on a 223. Mais vous savez, avec un système de vidéoprotection, on aurait su retracer l'évolution des braqueurs, l'évolution des terroristes. C'est pour dire que c'est un système... un endroit reculé, tout de même. Est-ce que vous allez mettre des caméras de surveillance à Korogo, à Gagnoa, à Daloa, partout? Bien sûr. Donc toute la Côte d'Ivoire serait surveillée par le ministère de l'Intérieur? Bien sûr, c'est un moyen moderne. Tous les pays, vous allez à Singapour, à Londres, à Paris, l'Afrique ne peut pas rester en marge de ce mouvement. Pas en marge, mais aller aussi vite et aussi loin, aussi rapidement, tout en sachant que dans ces pays développés, comme vous le dites, il y a une partie de la population qui n'est pas d'accord avec ce système-là aussi. Mais ce n'est pas la majorité. Et puis ce que je peux vous dire, c'est que les nouvelles technologies, c'est un vrai raccourci pour le développement. Pas besoin d'attendre d'être des grands pays développés. Il suffit d'avoir un ordinateur, une liaison pour transmettre des images et des caméras pour les capter. Ce n'est pas sorcier. Et donc, il ne faut pas attendre d'être un très, très, très grand pays pour le faire. Nous, aujourd'hui, nous avons pris l'option d'aller très vite. Et vous savez... Vous avez sondé les Ivoiriens un peu pour savoir leur ressenti? Ils en sont très heureux. Ça les sécurise parce que ça nous a permis de sortir les policiers des rues, mais de surveiller les rues. Et vous faites quoi de ceux qui ne sont pas contents? Non, je ne sais pas. On ne les écoute pas? Non, si, bien sûr. Gouverner, c'est prendre en compte les avis de tout le monde, mais à un moment donné, il faut prendre la décision dans le sens de l'intérêt de la majorité. Quand on parle de sécurité, on parle aussi de forces de police. Certains policiers soulèvent, évoquent le fait qu'effectivement, on leur avait promis, vous leur aviez promis d'être logés, ce n'est pas encore le cas. Comment ça avance, cette histoire? Non, c'est que les policiers ici ont droit au bail. On a trouvé des arriérés énormes, donc qui n'étaient pas réglés, 2011-2009. Et donc, sur ce qu'on doit aux bailleurs, depuis l'avènement du président Ouattara, il y a un paiement qui est fait. Et nous avons traité les arriérés qui se font au fur et à mesure, je sais, pas au gré, pas aussi rapidement que les propriétaires de maisons auraient souhaité, mais c'est la situation générale du pays. Il y a un héritage dont on n'a pas assez parlé, qui est très lourd et que nous portons avec responsabilité parce que la République, c'est une continuité, mais ça nous prend un peu de temps. Mais si votre bras armé n'est pas satisfait de vous, n'est pas en accord avec ce que vous dites ou a des revendications, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux quand même? Ah, c'est sûr, mais nous sommes convaincus que pour que nous ayons un bon résultat dans nos hommes, il faut en prendre soin. Et c'est notre démarche. Et je ne suis pas sûr que l'ensemble des policiers soient de cet avis-là. Pas l'ensemble, mais une partie. Nous avons amélioré leurs conditions de vie. Les policiers ont des nouvelles tenues, des chaussures. Il y en a qui n'avaient pas de chaussures. Et il y a des imperméables. Ils ont des véhicules, moyens de locomotion. Nous avons acheté près de 400 véhicules en 2 ou 3 ans, là où ils n'en avaient pas du tout. Et nous avons renforcé les budgets de tous les commissariats. Donc je pense qu'on a fait des pas importants en si peu de temps et c'est la tendance. Et vous pensez que vous allez régler ce problème de logement d'ici combien de temps? Vous êtes fixé une deadline? D'ici à 3 ans, on va construire 20 000 logements, dont 16 000 vont revenir aux policiers. Nous allons faire en sorte de les engager dans un programme où ils seront propriétaires des maisons et garder 4 000 logements pour les endroits à l'intérieur du pays en fonction des affectations. Et ce programme est très avancé et je pense que ça permettra de régler définitivement ce problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant chaque année, on a 10 milliards qu'on dépense pour louer des maisons pour les policiers. Mais 10 ans après, ça fait 100 milliards. Qu'est-ce que vous avez en face? Vous avez fait que de la location. Donc nous avons mis en face un développeur, des banquiers et des constructeurs pour engager un programme où l'État sera le garant afin que chaque policier à la fin de sa carrière, ait une maison et que l'État ait un minimum de patrimoine pour les accompagner là où on les envoie en mission. Vous avez dit d'ici 3 ans.
L'élection présidentielle a lieu l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est un délai qui peut ne pas les rassurer? Mais la construction du pays ne se fait pas qu'en fonction d'élections présidentielles. En fonction non, il ne faut pas mentir aux gens, il faut être réaliste. Un projet comme celui-là, un projet ambitieux, il ne se fait pas en 2 ans, il se fait en 3 ans, peut-être même 4 ans. Mais le plus important, c'est que les gens voient la direction. Les gens voient les orientations, les gens voient ce qui se passe et ils voient grandir le pays, ils voient changer les choses. Nous sommes en train de changer les choses dans le bon sens. Et ça, c'est déjà important. Les gens voient ce qui se passe, ils voient effectivement ce qui se passe aussi avec les dozos. Il faut en parler parce que certains sont accusés d'exactions, d'atteinte aux droits de l'homme et rien n'est fait. Ah si, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Les Ivoiriens sont témoins de la prise en charge de ce dossier, qui est un vieux dossier. Les dozos, c'est un phénomène culturel depuis l'ère des Sungata, c'est des guerriers traditionnels. Nous avons commencé à les sensibiliser d'abord, ensuite à les recenser, afin qu'ils retournent dans leurs aires culturelles et qu'ils ne confondent pas leur mission à des missions de sécurité. Mais le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne veulent pas partir. Ah si. Ils sont obligés? Ah bien sûr, il y a eu des missions importantes avec mon collègue de la Défense pour démanteler tous les barrages tenus par les dozos. Certains ont été mis aux arrêts et aujourd'hui nous avons des interlocuteurs avec lesquels on discute pour faire en sorte que le dozoya, qui est donc une pratique traditionnelle, se fasse dans ce cadre-là. En France, Africa 24 est disponible sur